This is Immigrant Podcast with Robinson. Bienvenue tout le monde à notre podcast Immigrant Podcast avec Robinson. Aujourd'hui, on le fait en français pour la première fois et on est très content d'avoir avec nous Diogène. Bienvenue Diogène au podcast. Merci beaucoup de m'inviter, Robinson. Diogène, on commence tout de suite. C'est qui Diogène? Ok, c'est Diogène Tirandécoura. Je vis à Montréal à Montréal au Canada depuis 8 ans maintenant. Et je suis consultant en technologie de l'information, en plus la transformation numérique et digitale. Je pense que c'est peut-être là. Oui, je fais aussi un podcast. Je tiens aussi deux podcasts. Un podcast sur la transformation numérique et un sur le conseil en B2B. Et voilà, je suis aussi... j'ai aussi ma propre compagnie depuis 4 ans, ERP Happy. Donc, de façon professionnelle, c'est un peu ça que je, que je peux dire. Là, on peut peut-être aller un peu plus loin. C'est excellent, merci beaucoup. Les deux podcasts, est-ce que les deux sont en français ou il y a un podcast qui est en anglais et l'autre en français? Oui, c'est ça. Donc, il y en a un en anglais qui s'appelle Consulting Lifestyle et qui a été démarré en janvier 2020. Et il y en a un en français qui a été démarré en avril 2021. Donc là, maintenant qu'on enregistre, on est vers la fin du mois de mai 2021, donc ça fait moins de 2 mois. Il y a 7 épisodes qui sont live. Pour le podcast en anglais, il y en a 94. Excellent, bon travail. Je vois que Merci. tu es tellement occupé avec l'entrepreneur, la compagnie, le podcast, tout ça, c'est bon, c'est bon. Mhm. Du côté immigration, je sais que si on voit ton nom, on va dire que tu viens de l'Afrique, mais c'est pas vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton voyage tel qu'un migrant? Oui. C'est marrant que tu dis ça parce que quand je suis arrivé au Québec et qu'on demande d'où est-ce que tu viens, j'ai remarqué qu'en Amérique du Nord, ça veut dire où est-ce que tu es né. Et Ouais. quand tu es en Europe, d'où est-ce que tu viens, c'est réellement, c'est quoi tes racines. Donc si on voit que physiquement, on voit que tu as des origines africaines ou asiatiques ou sud-américaines, quand on va te dire d'où tu viens, même si tu es né en Belgique ou en France, on va vraiment demander mais quel pays ou quoi. Les origines. Exact. Donc la question d'où tu viens, je vais la répondre un peu plus de la façon, plus comment ça serait en Europe, puisque mon nom de famille, c'est Tirandécoura, c'est un nom de famille burundais, c'est typique là, quelqu'un qui est burundais ou rwandais va reconnaître que ça vient de là. Mais je ne suis pas né au Burundi, donc je suis né en Belgique. Ce sont mes parents en fait qui sont venus en Belgique et il y a très 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 longtemps là, dans les années 70. Et donc moi et mes frères et sœurs, on est tous nés en Belgique. La particularité, c'est qu'on est né avec malgré qu'on soit né sur le territoire, on était né avec un statut de réfugié. Réfugiés des Nations Unies et on est devenu belge comme assez tard, je dirais. J'étais adolescent quand c'est arrivé. Donc c'est un peu là que j'ai fait mes études, ma formation. C'est un pays où on parle France. Il y a 3 langues là, français, néerlandais, allemand, et donc j'étais plus francophone. Puis j'ai commencé à travailler alors après, il y a 14 ans dans les technologies de l'information, puis des implantations de logiciels de gestion, surtout le logiciel SAP, et surtout dans des très grosses organisations. À Et 14 ans? il y a, pardon, Ah, il il y y a a 14. 14 ans. Ouais, Ok, ouais, parfait. il y a 14. J'étais comme, À, oh, tu étais tellement jeune. à 14 ans, j'avais aucune idée. D'ailleurs, j'avais aucune idée quand j'ai commencé de toute façon, mais à 14 ans encore moins. Et puis donc j'ai commencé il y a 14 ans et puis il y a 8 ans, là j'ai voulu aller déménager à Montréal. Ça fait 8 ans. Voilà. Ok. Ouais. Et pour une personne qui, ben, de toute façon, on va dire que tu es né en Belgique, Mhm. pour une personne qui est née en Belgique, c'était quoi le processus pour
déménager à Montréal? C'était facile, c'était long. Comment est-ce que tu as fait? Ouais, c'est très particulier parce que il y a c'est deux choses en même temps qui sont passées. Premièrement, il y a, s'il y a des auditeurs, je dirais, jeunes, il y a des programmes, quand on est en dessous de 30 ans ou en dessous de 35 ans, il y a des programmes où on peut aller au Canada quand on vient de certains pays, plusieurs pays d'Europe, je pense. Euh, Ça s'appelle un programme vacances-travail et tu peux rester pendant... moi, c'est ça que j'avais là. Je pouvais rester pendant 1 an au Canada sans avoir l'obligation de travailler et en même temps, j'avais un permis de travail ouvert. Donc, c'est vraiment une situation vraiment idéale. Ouais. Je crois que les Français, eux, c'est carrément 2 ans. Pendant 2 ans, ils ont ça maintenant. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien. Mais en même temps, je travaillais chez un employeur en Belgique et l'employeur m'avait, à la base, j'avais pas ça en tête, mais l'employeur m'a permis de faire un transfert de bureau d'un bureau vers un autre. Et ça aussi, ça facilite beaucoup l'intégration au Canada. Ça, c'est parce que c'était quelque chose que j'avais sous-estimé. Je pensais que c'était comme en Europe, là, tu prends ton CV, tu donnes ton CV, puis ça ira, mais le marché du travail ne fonctionne pas comme ça, en fait, au Canada, finalement. Donc, au final, ça m'a aidé plus que ce que je ne le pensais d'avoir déjà un employeur quand je suis arrivé, en fait, à Montréal. Oh, ça c'est idéal. Je ne sais pas, parce que ton expérience est totalement différente à la mienne. Est-ce que tu as jamais reçu la réponse, Hey, t'as pas l'expérience québécoise? Je l'ai eu pour des choses qui sont... euh, donc, j'ai pas cherché de boulot au début quand je suis arrivé. Donc ça, je peux pas le dire par rapport à ça, mais justement, ça m'aurait pas étonné que je l'ai, justement. Mais je l'ai eu pour des choses qui sont absolument infaisables dans le sens où, quand tu arrives euh, et que tu veux, par exemple, créer un compte à la banque, euh, on te demande, OK, qui tu connais? Je dis, je viens d'arriver, je connais personne. Heureusement, j'avais une cousine là qui m'avait aidé. Ou alors, quand tu veux chercher un logement, c'est la même chose. Qui tu connais? Quelle est ta cote de crédit? Je dis, ah, ok, oui, j'ai le document de ma... Ah, j'ai eu ça à la banque et pour un logement. Donc, j'ai le document de ma banque en Belgique là, qui montre que voilà, je suis quelqu'un qui paye à temps et tout ça, enfin, qui est en règle en général, là. Et ils disent, non, 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 mais on a besoin que ce soit une banque québécoise. Ouais, mais je viens d'arriver. Comment veux-tu que j'ai un historique? Donc, Ouais. et ça, je ne sais pas si certains immigrants, nouveaux immigrants ont ce problème-là encore maintenant, mais c'est impossible. Donc, c'est très difficile quand on n'a pas de réseau personnel et quand on n'a pas un historique de crédit, j'ai remarqué là. Ouais, ça c'est un peu compliqué pour moi. On va dire, un peu différent parce que je suis arrivé comme résident permanent Mhm. et je pense que la prochaine journée après mon arrivée, je suis allé à la banque. Ils m'ont donné tout de suite une carte crédit, beaucoup de choses. Mais comme j'ai dit, les deux, on est arrivés de façon différente. Peut-être parce que tu étais comme dans un programme de vacances pour le pays, ils peuvent peut-être dire, ah, mais hey, on ne sait pas s'il va rester ici, s'il va retourner après une année, qu'est-ce qui va se passer? T'as pas Il y a ça, jamais... il y a ça, ce que tu as dit, mais j'avais un contrat de travail. Donc, il fallait que je montre, Ah ouais, j'avais un ouais. contrat de travail à montrer. Mais tu as raison sur cette réflexion-là, là, que quelqu'un qui est juste en vacances, est-ce qu'une banque va aller très loin avec? Ouais. Ça veut dire que tu n'as jamais cherché pour un travail à Québec et maintenant, tu es propriétaire, entrepreneur, tout ça. Comment est-ce que tu as fait pour créer ta propre compagnie? C'est facile. Qu'est-ce que tu recommandes aux immigrants pour le faire? Ok, j'ai jamais cherché. Oui et non, on va dire que
d'une certaine manière, on peut dire que j'ai jamais été comme le statut de chercheur d'emploi, mais pour, par exemple, changer, quand j'avais envie de changer d'employeur, j'ai quand même un peu cherché. Mais par rapport à la décision de, de se mettre à son compte ou de créer une entreprise, une corporation pour soi, en général, ça dépasse peut-être le cadre de l'immigrant, mais c'est déjà, faut le sentir cette décision plus par rapport à ce qu'on veut faire de sa vie en général. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que je veux faire? Parce que potentiellement, il y a plus de risques. On peut passer des semaines, des mois sans recevoir de revenus. On peut être, même quand on travaille, on peut être payé plus tard que quand on est Ouais. employé. Il y a de l'administratif en plus. Enfin, il y a pas mal de choses auxquelles il faut penser. Mais au-delà de ça aussi, est-ce que c'est vraiment ce que je vais réaliser pour ma carrière, que je vais réaliser pour ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça? Deuxièmement, en termes d'immigrance, il vaut mieux être résident permanent. Je doute même que ce soit possible de créer une entreprise quand on est résident temporaire. Je ne crois pas. Je ne vais pas l'affirmer, mais j'en doute. Mais il vaut mieux être résident permanent parce qu'un résident permanent, euh, encore une fois, quand il va à la banque et tout ça, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile. Ouais. C'est beaucoup plus facile. Il y a accès à plus de programmes aussi. Lorsqu'il y a peut-être des financements ou des bourses ou quoi pour les entreprises, il y a aussi plus d'accès par rapport à ça là, quand on est résident permanent. Donc ça, je dirais, c'est mieux d'être résident permanent, être vraiment sûr de ce qu'on veut faire de sa vie. Et c'est pour ça qu'on se met à son compte. Puis, donc, là, nous, on est à Montréal, on est au Québec. Regarder aussi la province d'implantation parce qu'il peut y avoir des programmes en fonction des provinces, mais aussi la particularité du Québec, c'est qu'on a, comme pour les impôts personnels, on a aussi 2 déclarations d'impôts à faire, donc une pour Revenu Québec et une pour Revenu Canada. C'est aussi plus de papier et plus de frais. Là. Je ne sais pas s'il y a d'autres frais dans les autres provinces, mais je sais que c'est aussi d'autres frais par rapport à Revenu Québec. Ouais, c'est vrai ça. OK. So, tu penses que pour un immigrant, on parle maintenant d'un immigrant avec ses papiers, résidence permanente, tout ça, c'est mieux même si tu as l'expérience, si tu as, on va dire, de l'argent pour commencer tout de suite une compagnie, tu recommandes que c'est mieux de trouver un emploi, avoir l'expérience, prendre peut-être 3, 4, 5 ans pour dire, je suis prêt maintenant, je crée mon compagnie, je commence à chercher pour des contrats et de ces choses. Ouais, alors de la même manière que, donc si on se met comme tu as dit, dans le scénario où on est en mai 2021, puis il y a un immigrant qui arrive ce mois-ci, il est arrivé en mai 2021, il a les expériences, il a même les réserves financières, tout ça pour démarrer une entreprise cool. C'est ma recommandation, à moins que ce soit peut-être quelque chose de spécial comme ouvrir un restaurant avec la nourriture de ce pays-là et peut-être même dans ce cas-là, mais ma recommandation serait plus de commencer, comme tu as dit, commencer en tant qu'employé quelque part. Déjà, la première grosse raison, c'est le réseautage, donc connaître plus de gens, c'est quelque chose qui va t'aider dans tout. Par exemple, un immigrant qui veut devenir citoyen canadien, un immigrant, donc qui est résident permanent, qui est citoyen canadien, qui veut un passeport, tout ça, il a besoin d'avoir ce qu'on appelle des répondants. Et des répondants, c'est des gens qu'on connaît. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on veut obtenir quand on veut obtenir certaines choses au Canada, dans notre processus d'immigration, mais peut-être même dans la vie économique, on a besoin d'avoir des références. Donc c'est important de connaître des gens, déjà pour la vie sociale, mais aussi pour la vie économique, puis alors avoir des références dans son industrie, donc dans le secteur dans lequel on travaille ou le type de travail qu'on veut faire, avoir des références
qui habitent ici, qui vivent ici, qui sont canadiennes et qui nous apprécient. Ça aussi, c'est super important. Ce sera même peut-être demandé quand tu crées ton entreprise, hein, OK, qui je peux appeler, qui tu connais. Je pense que c'est quelque chose qui va être important. L'autre chose, c'est aussi se familiariser avec l'environnement. Donc, c'est un environnement légal, environnement fiscal, environnement toutes sortes de régulations ou la façon de vivre, la culture. Je pense que c'est important de prendre le temps de s'imprégner, de découvrir ça avant de se lancer, si on peut, si c'est quelque chose que que l'immigrant peut faire. Est-ce que c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans? Ça dépend. J'ai pas une durée nécessaire, mais j'imagine qu'au moins 18 mois peut-être serait bien. Mais c'est ça, très bonne recommandation, on va dire. Je pense que en général, les immigrants ont le désir de créer leur business, leur propre chose. Mais oui, je suis d'accord, spécialement avec les connexions. Les connexions marchent partout. J'ai eu plusieurs emplois ici à Montréal et je veux dire que peut-être chacun a eu une recommandation de quelqu'un, ou peut-être je connais quelqu'un qui travaille pour cette compagnie. Ça aide beaucoup, même quand je recommande les autres pour peut-être un travail dans une compagnie avec laquelle j'ai travaillé avant ou quelqu'un que je connais peut recommander un ami à moi. C'est très, très vital, Oui, même ici à c'est la même Montréal. chose, que ce soit un employé ou un entrepreneur, c'est Ouais, vraiment la même chose. partout, c'est la même chose. Ouais. Pour une personne qui est arrivée totalement francophone, mais tu parles anglais aussi, tu parles le néerlandais aussi, est-ce que tu Ouais, as le néerlandais, expérimenté, pas aussi bien que l'anglais, là, mais quand même néerlandais. est-ce que tu as expérimenté quelque chose de différent ici? Je ne sais pas si avant d'arriver, tu avais déjà parlé, on va dire, avec un Québécois. Oui, C'était oui, en fait, quoi ton expérience quand tu es arrivé avec les langues? intéressant. Très intéressant comme question. Alors oui, j'avais une amie, qui est toujours une amie québécoise, effectivement. Elle m'a appris quand même quelques expressions et quelques mots spécifiques. Je peux pas dire que j'étais perdu ou quoi. Je pense que c'est plus quelques accents ou quelques prononciations qu'au début ils font suivre, mais ça arrive partout dans le monde. Mais sinon, je n'étais pas perdu. Je sais que des fois, on dit waouh, je comprends rien. Enfin, des gens qui sont francophones langue maternelle vont dire ah non, je comprends rien, c'est pas possible. Non, c'est de l'exagération, hein. Il y a des mots qui sont différents. C'est sûr que le mot là, il faut vraiment savoir qu'est-ce que c'est. Mais et certaines prononciations, mais à part ça, ça va. Ce qui est marrant, c'est que je vais peut-être faire un parallèle, c'est que moi, je viens d'une ville, Bruxelles, donc j'ai grandi à Bruxelles, qui est officiellement bilingue et un pays qui est officiellement trilingue. Euh, et à Montréal, je sais même, je vais pas dire de bêtises parce que je sais pas si la langue de la ville de Montréal, c'est nécessairement que le français ou si c'est les deux. Mais en tout cas, je pense que les deux sont utilisés quoi qu'il arrive. Et le Canada est un pays bilingue aussi. Et le parallèle qui peut être fait, c'est qu'en Belgique, il y a le français est très couramment utilisé par traditionnellement par la famille royale et traditionnellement par la bourgeoisie. Donc, c'était un signe de richesse, d'être riche, de parler français à l'époque en Belgique. Et puis, on a un pays le pays est à moitié, presque à moitié-moitié, mais c'est un peu plus de néerlandophone, néerlandais, français, puis un tout petit peu de germanophone. Et il y a comme ce besoin ces dernières décennies de faire avancer un peu plus l'importance du néerlandais et il y a la peur que le français prenne trop de place dans la partie néerlandophone. Oh, Donc wow! là, quand tu vas au Québec, les rôles sont peut-être un peu inversés, Ouais. où, euh,
on a peur que puisque le français disparaisse, donc il y a des mesures qui sont au fur et à mesure qui sont prises là, notamment par le gouvernement provincial. Puis le pays veut garder, le pays Canada veut garder le caractère bilingue du pays aussi en général. Donc il y a toujours un peu ces deux choses-là. Donc je trouve ça, je sais pas, j'ai envie de dire marrant. C'est pas une situation d'humour là, mais c'est assez particulier comme chose. Mais sinon, pour apprendre le français québécois, moi, c'était, je peux pas, c'était pas compliqué là, mais il y avait des mots qui étaient différents. Donc c'est sûr qu'il fallait que je dise, ok, par exemple au travail. Le fait de dire des slides ou des diapositives, des acétates ou alors des verbes comme s'arrimer pour dire qu'on va s'arranger ou se coordonner. Il y a quelques mots comme ça que je sais qui sont différents. Ou il y a des mots aussi qui sont utilisés, qui ne sont pas utilisés en France, mais qui sont utilisés en Belgique et au Québec, comme à tantôt. C'est quelque chose qui est très courant en Belgique. Moi, ça ne m'a pas perturbé, mais c'est en parlant à certains Français qui me disaient non, on n'utilise pas à tantôt. Je dis, ah, ok. Bon. Ouais. Mais ici, ça s'utilise beaucoup. Oui, c'est ça. J'utilisais déjà beaucoup en Belgique. Tu as mentionné quelque chose qui me touche beaucoup. Je viens d'un pays qui est unilingue, on va dire, qui parle seulement que l'espagnol. Tu as dit que c'est un pays bilingue. Moi, ou après moi, je dis que c'est un pays anglophone avec une province et demie qui parle français. Je ne sais pas si tu es d'accord, parce que quand je pense dans un pays bilingue, je pense à Belgique, on va dire. Je parle Belgique, c'est un bon exemple. La Suisse, peut-être. La Suisse, il y a 4 langues. Ou en général, même l'Inde, en général, presque tout le monde parle anglais et une autre langue provinciale. Mais ici, si tu bouges à Ontario, Manitoba, les autres provinces, ça c'est presque impossible de trouver des gens qui parlent les deux langues. Ça c'est plutôt seulement ici au Québec, Nouveau-Brunswick, qui Tout à vont fait. Il y a beaucoup, parler les deux. il y a beaucoup de francophones en Ontario. Beaucoup. Je peux même entendre la radio en français en Ontario. J'ai été aussi à l'église pour une cérémonie en français en Ontario. Non, il y a quand même... non, moi, non, enfin, alors, je vais te répondre. Pour moi, non. En fait, la Belgique, il y a beaucoup, la majorité des gens parlent soit néerlandais, français, donc on pense que c'est bilingue, mais le pays est trilingue. Et selon moi, non, le Canada, il y a 2 langues, c'est un pays bilingue. C'est pas une question de nombre, en fait. C'est pas une question de 51-49 ou 60-40, même si c'était 95-5, 99-1, ça resterait un pays bilingue. À partir du moment où un pays dit voici mes langues, voici nos langues officielles, que certaines des langues soient parlées par une majorité, une minorité ou infime minorité, ce sont les langues officielles dans le sens où toute personne a droit à accéder aux services publics dans les langues officielles du pays. Maintenant, c'est sûr, il y a des endroits du Canada où parler français, il y a presque personne qui le parle, et donc c'est pas vraiment une question qu'on se pose lorsqu'on travaille pour un service public, peut-être des choses comme ça, ou idem au Québec, il y avait des endroits où il n'y a pas du tout d'anglais, puis on se pose pas vraiment la question. Mais malgré tout, le pays en tant que tel, le pays au complet, Canada est un pays... c'est un pays bilingue, et moi je le vois plus comme ça. Je vois pas vraiment. Je sais que c'est une grosse majorité de gens qui parlent anglais, mais je vois pas vraiment une hiérarchie là-dessus, quoi. C'est une bonne façon de le voir, spécialement parce que tu viens d'un pays trilingue, et ici aussi, on le considère un pays bilingue. Tu as tellement une bonne référence avec la Belgique. C'est ça, je pense que c'est sûr aussi. Quand on vient de certains pays beaucoup plus unilingues, on associe le pays, ce pays est associé à la langue souvent. Tandis que
quand on est dans des pays multilingues où tu as l'hymne national qui est chanté dans différentes langues et tout qui est fait dans plusieurs langues, ben oui, on est un peu plus habitué. Puis aussi, il y a l'influence aussi, je pense, pas que le Burundi, mais beaucoup de pays africains qui ont été colonisés, ben, il y a la langue du colon et il y a la langue... et il y a là où les langues locales. Donc, le multilinguisme, c'est quelque chose dans lequel j'ai un peu toujours baigné. Puis je pense que c'est ça, la planète est multilingue, là, je veux dire. Ouais. Mais pour moi, l'opportunité de parler plusieurs langues. Exact. Aujourd'hui, dans un monde qui est tellement global, c'est presque la même chose qu'avoir plusieurs passeports. Pour moi, c'est ça. Il faut combiner les passeports. Si tu peux avoir 2, 3, 4, pour moi, es-tu le commun avec plusieurs langues, comme you're done. Like, c'est très, très intéressant parce que le monde est global totalement. Et pour que ce soit possible, les langues et les nationalités multiples, ce sont nécessaires pour tout le monde. Exact. J'ai difficile à voir, je pense, dans le futur, là, quelqu'un qui a un avantage à ne parler qu'une langue, y compris si c'est juste l'anglais, je pense. Ça va être de plus en plus, difficile. Le monde est global, mais en même temps, beaucoup de cultures locales et spécificités locales aussi sont mises en avant. Donc, ça va être de plus en plus important de pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues. Oui, définitivement. Diogène, une question. Pour ceux qui aujourd'hui sont dehors, mais qui considèrent déménager au Canada, au Québec, ce sont lesquelles tes recommandations pour ceux qui y pensent d'y venir? Ok. Alors, ceux qui pensent d'aller, donc, se poser la question, vraiment, c'est quoi la raison profonde, pourquoi aller au Canada spécifiquement, donc quitter son pays et aller au Canada spécifiquement, surtout si on n'a pas, par exemple, pas de famille ou pas d'amis au Canada, et puis qu'on soit quelqu'un qui habite seul ou qui a des enfants et qui est marié et tout ça, je pense que c'est important, ça c'est la question de base. Puis après, le côté un peu plus logistique, c'est donc est-ce qu'on a assez d'argent pour en même temps déménager et pouvoir payer les frais de la vie courante et payer les frais d'immigration, parce que ça, c'est pas bon marché. Et au Québec, c'est encore plus cher, puisque, comme tu as posé la question de Québec spécifiquement, le processus d'immigration, il est fait avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, et il y a des documents et des frais à payer aux deux niveaux de gouvernement. Donc, ça rend les choses... c'est peut-être, je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais c'est sûr que c'est plus cher lorsqu'on déménage au Québec. L'autre chose, c'est est-ce que vous connaissez, est-ce que vous parlez français Très au important. Québec? C'est ça, c'est super important. Si vous ne parlez pas un mot de français, bon, si vous écoutez l'épisode, c'est que vous pouvez écouter en français. Mais regardez à fond votre niveau de français, parce que c'est crucial, c'est une condition même pour, je pense, avoir le certificat de sélection du Québec. Alors, une autre chose aussi, c'est en fonction du type de profession que vous voulez faire, regardez, avant de venir, regardez si la profession est protégée par un ordre ou si la profession est en pénurie ou pas. Parce que si la profession n'est pas en pénurie, c'est plus difficile d'avoir un permis de travail, parce qu'il faut prioriser sur une personne locale, une personne canadienne. Et si la profession est protégée, donc par exemple devenir médecin, psychologue, je pense qu'il y a des ordres pour ça, dentiste, quoi. Donc tout ça, il y a des ordres. Et en général, quand il y a des ordres, ça veut dire qu'il faut soit en partie ou soit complètement refaire ses études au Québec
dans une université québécoise et pouvoir après pratiquer. Autrement, il faut prendre un autre boulot, peut-être dans la même industrie, mais en tout cas pas le même poste. Donc ça aussi, c'est vraiment super important. Puis alors, il y a 2 grosses saisons au Québec, l'hiver et l'été. Le printemps et l'automne sont plutôt courts. Ouais, On passe ça c'est vite vrai, ça. ouais, on passe vite, je pense, de -10 à plus 15, 20. Donc, Hmm. ça aussi, il faut regarder parce que quand on est en hiver, c'est des autres vêtements, c'est un autre rythme de vie. Si vous voulez une voiture et qu'elle est dehors, il faut prendre 30 minutes pour enlever la neige. Ouais. Je prends un cas extrême, mais voilà. Donc Il ça faut être aussi, prêt, il ouais, il faudra faut regarder. s'habituer un peu. C'est ça, il faut s'habituer. Et puis, On dit, on dit qu'il faut s'habituer, mais même les Canadiens s'habituent pas. exact, exact. Alors, faut vivre avec, quoi. Et, Ouais, ouais, ou alors, et encore peut-être une autre chose, c'est l'importance du networking, du réseautage, parce que c'est comme ça que le monde du travail fonctionne. ouais. C'est pas la même chose que dans beaucoup d'autres pays où c'est juste ton CV et tout ça qui fonctionne bien. C'est réellement le marché du travail, les offres d'emploi sont, il y a pas beaucoup d'offres d'emploi, enfin, pas beaucoup. En proportion à la réalité, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi qui sont affichées. C'est beaucoup au bouche à oreille, donc ça, c'est important aussi. Très important. C'est vrai, ça. OK. Ça, c'est pour ceux qui continuent toujours à penser à déménager. Oui, Pour, sinon pour, c'est un pays magnifique. ouais, je pense la même chose. Et pour ceux qui sont déjà ici, parce que ça arrive qu'on est ici et qu'on est un peu perdu, qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas si on va continuer à faire les choses qu'on faisait avant d'arriver ou si on va changer. Je sais que le pays te donne la chance de changer, de recommencer de nouveau. Qu'est-ce que tu recommandes pour ceux qui sont ici? Le réseautage est très important, oui, mais en général, Mais quand tu dis perdu, comment trouver leur chemin ok, c'est perdu genre professionnellement. professionnellement, exactement. Ah, ok. Ouf. Ouais, c'est beaucoup d'introspection là parce que quand on est, parce que ça m'est arrivé aussi, puis l'air de rien, je crois que ça revient souvent, toujours se remettre en question et se dire, ok, si dans un monde idéal, qu'est-ce que je fais? Ou une semaine idéale, elle ressemble à quoi? Je suis avec qui? Quel type d'activité je fais? Comment je me sens? Est-ce que je suis debout? Est-ce que je suis assis? Est-ce que je suis dehors? Est-ce que je suis à l'intérieur? Est-ce que je suis avec des animaux? Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je suis... C'est réellement aller enlever même l'idée du nom d'un métier ou quoi que ce soit. On enlève même ça. On dit juste, voilà, quel type de semaine ou quel type de vie je veux avoir. Est-ce que je veux être en train de voyager? Bon, voyager peut-être à l'intérieur du Canada, mais est-ce que je veux être en train de voyager? Est-ce que je veux rester? Et donc après, regarder, après avoir vraiment défini un peu c'est quoi ma semaine idéale, c'est quoi ma vie idéale, qu'est-ce que je veux devenir, qui est-ce que je veux devenir. Là, c'est parce que ça serait un épisode à part, mais voilà, je suis très bref Ouais, quand je ouais. dis ça. Mais après avoir pu tenter de définir plus ou moins ça, là, on peut regarder euh, quelles carrières correspondent à ces gens-là. Et c'est là que c'est intéressant, c'est là que le réseautage devient intéressant. Donc c'est bien de regarder en parler ouvertement dans son réseau et dire est-ce que vous connaissez quelqu'un qui mène une vie comme ça? Ou est-ce que vous connaissez une personne sur YouTube ou sur LinkedIn qui vit comme ça que je peux peut-être suivre et voir un peu c'est quoi les décisions que cette personne a prises et comment elle a fait. Et à partir de là, alors prendre des décisions sur quelle orientation professionnelle on veut prendre. Ce qui est bien au Canada, c'est que culturellement, on ne te regarde pas bizarrement si tu changes de carrière. Donc si tu passes de devenir un consultant en technologie et puis tu deviens un écrivain ou un philosophe ou whatever. Donc on ne le regarde pas bizarrement, mais par contre c'est bien de le penser. Donc le changement, c'est accepté, très fortement accepté culturellement, mais c'est bien de penser à ça,
parce que ça a toujours beaucoup d'implications, là, ça peut t'impacter financièrement, tu commences à gagner beaucoup moins d'argent au début, et peut-être tu as des enfants, donc il faut avoir ça aussi en tête, donc c'est pas une décision à prendre à la légère. Mais ce que je conseille, c'est de appuyer sur pause, s'arrêter, prendre une feuille de papier, s'isoler tout seul et vraiment écrire c'est quoi ma vie idéale là. Si j'ai pas de règles, si j'enlève toutes mes limitations, mes croyances limitantes que je me suis mises dans la tête. Donc souvent quand on est perdu, c'est parce que c'est pas nécessairement parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, c'est parce qu'on pense que ce qu'on veut est inatteignable et on est sans cesse en état de conflit interne entre ce qu'on pense qui est possible et ce qu'on aimerait faire et les choix qu'on a fait et on ne veut plus faire ces erreurs. Donc souvent, c'est ça. Excellent, merci. Et il faut aussi, je pense, penser que quand tu déménages, tu commences à zéro, tu commences de nouveau. Ça va prendre un peu de temps pour peut-être arriver en général à la même place où tu étais avant d'arriver. Il faut, comme tu as dit, si tu ne parles pas la langue, le français ou l'anglais, il faut l'apprendre. Je recommande d'apprendre les deux parce que comme tu as déjà dit, c'est un pays bilingue. On est à Montréal, on est au Québec. Et ça arrive que tu viens d'un pays francophone et tu vas aussi, pendant les interviews d'emploi, écouter, hey, mais tu ne parles pas français. On a besoin que, anglais. On a besoin que tu parles l'anglais aussi. Mais et tu te demandes, hey, mais je parle français, c'est une province française. Ouais, mais les deux langues sont importantes partout au Canada, seulement pas au Québec. Même si tu es à Toronto, j'ai déjà entendu qu'ils vont te payer un peu plus si tu parles français. Parce que ça, c'est un atout. Il faut l'avoir. Beaucoup de compagnies nationales, beaucoup de sièges sociaux nationaux de compagnies sont là-bas, à Toronto. Ouais. Donc, parler les deux langues, c'est réellement un avantage. Il y a énormément de francophones là-bas. Là. Mais Diogène, pour la fin du podcast, je voudrais que tu invites aux écouteurs de nous joindre sur le podcast qui sort chaque semaine, dimanche. Et aussi inviter tes amis, les gens qui follow ton podcast aussi. Ouais, définitivement. Ouais, donc vraiment, toute personne qui est intéressée par peut-être vivre au Canada ou l'immigration et l'expérience d'immigration ou d'un immigrant au Canada, c'est crucial d'écouter des podcasts comme cela parce que c'est toujours bien d'avoir les beaux les belles brochures faites par les gouvernements qui sont réelles, mais c'est bien d'avoir aussi les études de cas réels avec des personnes qui sont arrivées au Canada par différents moyens. Là, toi et moi, on est arrivés différemment au Canada, mais voilà, il y a des expériences et des leçons qui peuvent parfois être les mêmes. Donc ça, c'est super important. Puis alors, pour savoir un peu plus sur moi, là, je suis disponible sur LinkedIn, souvent en message privé, ou alors par email de Diogène, donc mon prénom Diogène @erphappy.com. Je peux te renvoyer ça. Et mes podcasts, en fait, en français, c'est Transformation numérique. C'est ce que je fais. C'est le nom du podcast, Transformation numérique. C'est le début. Il n'y a que 7 épisodes pour le moment et on essaie de faire avancer la machine. C'est beaucoup d'épisodes en solo, il n'y a pas beaucoup d'interviews pour le moment. Très intéressant. Mais Diogène, merci beaucoup pour ton temps. Merci. C'était très intéressant de te parler aujourd'hui. Merci beaucoup Robinson, et ça fait plaisir. Donc à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Merci. This was iMigrant Podcast with Robinson.